Secure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et merci de m'accueillir à nouveau. Oui, et cette fois-ci, on a un sujet très intéressant qui est un peu la suite de l'épisode précédent où on parlait des rachats, des grands groupes et tout, des bouleversements technologiques. Cette fois-ci, on va aller sur le cloud, l'info nuagique. Il y a un mouvement à l'heure actuelle de gens, pas de gens, mais plus de compagnies, qui décident ou qui annoncent publiquement qu'ils sortent du cloud parce qu'ils sont insatisfaits des éléments comme ça. Et moi, de mon point de vue, c'est probablement une mécompréhension de qu'est-ce que le cloud. On a déjà parlé, mais je pense que c'est important de revenir sur les bonnes raisons et comprendre ensuite qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis je vais te laisser amorcer justement avec les bonnes raisons de partir dans le cloud. Tout à fait, je te remercie pour cette introduction. Oui, on était passé la dernière fois, on avait parlé des rachats, VMware par Broadcom, Redis, et tout le tintouin, tout ce qui s'était passé autour et les bouleversements que ça fait. On avait parlé de l'interdépendance des éditeurs et étant spécialiste du cloud, évidemment, moi je suis confronté à ça avec les clients qui viennent nous voir en disant oui, mais si demain l'éditeur il se casse la gueule, s'il y a un problème, comment je fais? Je reste en adhérence au produit, ce qui est vrai, ce qui est complètement vrai, hein. Ce qui est tout aussi vrai quand on prend du Windows, quand on prend le Linux ou du Mac, enfin dès qu'on prend une technologie dont on n'est pas propriétaire soi-même, on crée une forme de dépendance. Donc oui, il est vrai que le cloud public est quelque chose, on va dire une stratégie, une tendance qui est arrivée aujourd'hui à forte maturité depuis quelques années. Donc on a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de clients divers et variés, des petits, des grands, des moyens qui rentrent dedans, et puis certains qui nous témoignent, et c'est vrai qu'on a une tendance depuis quelques temps, c'est pour ça qu'on souhaite en parler. Depuis, je vais dire 2-3 ans facilement, on a des articles qui sortent, qui commentent que des clients connus décideraient de claquer la porte du cloud public en étant extrêmement insatisfaits, que c'est l'arnaque, que c'est nul, pour plein de raisons. Et on va discuter de ça, on va présenter un petit peu ces articles-là, alors on va les mettre de côté, on va d'abord nous rappeler un petit peu ce qu'on peut attendre d'un cloud, qu'est-ce qu'on vient y chercher potentiellement, et puis ensuite on va essayer de voir comment on peut ne pas être aligné avec ce qu'on vient y chercher et qu'est-ce qui peut faire qu'on ne soit pas aligné avec ses objectifs. On va voir bien sûr qu'il y a des raisons légitimes de sortir du cloud. Évidemment que en termes de consulting, nous c'est quelque chose qu'on fait, c'est normal que quand un client vient nous voir pour une démarche, on puisse discuter avec lui du fait de sortir de cette démarche. On fait ça dans toute technologie d'ailleurs, c'est pas neuf, c'est pas propre au cloud ce qu'on est en train de faire là. C'est une démarche rationnelle de conseil. Vous allez acheter une voiture, qu'est-ce qui se passe le jour où vous en avez plus besoin, où vous décidez d'arrêter? Vous achetez une maison, vous devenez propriétaire de votre maison, qu'est-ce qui se passe le jour où vous voulez revendre? Enfin, c'est des questions tout à fait raisonnables et rationnelles qu'on doit se poser quand on fait justement un pas vers un engagement, quel qu'il soit, comment se désengager. Et puis on va commenter ensuite en fin de parcours, on va démystifier un petit peu ces déclarations tonitruantes de je quitte le cloud parce que c'est des voleurs, c'est nul. Et on va essayer de comprendre ce qui est dit derrière, ce qui se cache réellement derrière et quel est le message souvent qui en découle, parce qu'en fait il y a un message commun qu'on retrouve à toutes ces déclarations-là. Donc on va déjà repartir sur les bases. Le cloud public, je le rappelle, c'est un endroit où un fournisseur, Amazon, Google, Microsoft, fournit des moyens informatiques sous forme de service. Un service, comme je le dis toujours, c'est quand quelqu'un fait quelque chose pour vous sans que vous ayez à le faire vous-même. Donc ce qu'on vient chercher dans un cloud, c'est le fait de faire des TI, de l'informatique, sans avoir à souffrir de la dette technique, ou en tout cas en enlevant une grosse partie, puisque c'est fait par quelqu'un d'autre. Je compare toujours, pour que tout le monde comprenne, la différence du cloud et du cloud privé et du cloud public, c'est la différence qu'il y a entre posséder sa propre cuisine chez soi ou aller manger au restaurant tous les jours. C'est pas du tout le même engagement. Dans un des deux, il faut construire le bâtiment, puis il faut construire l'électricité, le réseau d'eau, etc., puis les meubles, puis l'électroménager, puis acheter les ingrédients, puis savoir faire à manger pour manger. Dans un restaurant, vous arrivez, vous posez votre cul sur une chaise, vous dites j'ai faim, je veux ça, et on vous l'amène. Donc l'idée d'un service, c'est ça, c'est qu'il y a une grosse partie de ce qui devrait être là à gérer, qui est géré par quelqu'un d'autre. Et donc les clients qui vont dans le cloud, ce qu'ils attendent du cloud, c'est ça. C'est ce bénéfice-là. Donc des choses en moins à faire, donc ça veut dire de la dette technique en moins à faire, ça veut dire des coûts aussi en moins. Ça veut dire que les équipes qui faisaient, par exemple, l'installation du matériel chez nous ont beaucoup moins d'installations à faire, ou alors elles le font sur des périmètres plus restreints. Donc à partir du moment où vous déplacez, je sais pas, l'activité de 100 serveurs chez vous dans le cloud à hauteur de 70%, ça veut dire que vous en reste plus que 30 à gérer chez vous. Vous voyez bien qu'en fait, la masse de travail, elle est dispersée. Donc, c'est comme si vous disiez, aujourd'hui, je dois remplir 100 assiettes tous les midis, puis d'un seul coup, vous dites, en fait, il y en a 70 là, je vais les envoyer dans un autre restaurant pour qu'ils se fassent servir. Évidemment qu'on voit bien qu'il y a un gros effet.
Un restaurant doit faire aussi tout ce qui est logistique, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est qualitatif. Donc un restaurant se doit de respecter les règles d'hygiène, les normes d'électricité, d'avoir des gens compétents. Alors que chez vous, dans votre cuisine, vous êtes obligé de faire ça vous-même. Donc là aussi, quand on va dans un cloud, c'est aussi pour que la résilience, par exemple, soit faite. Donc un fournisseur de cloud va avoir des quantités astronomiques de ressources dans des grands data centers, reproduits mondialement dans plein de pays. Enfin, c'est c'est vraiment une très grosse différence, comme celle de votre cuisine face à une chaîne de restaurants mondiale. Où évidemment que on voit bien qu'il y a quand même un, un engagement qui n'est pas le même, avec un scénario où le fournisseur se doit de s'engager d'une certaine façon. Donc, quand on vient dans le cloud, ce qu'on vient chercher, c'est ça. On vient d'avoir dans le cloud l'idée qu'il y a une ressource quasiment illimitée. Je dis toujours pour provoquer mes clients, moi, que le cloud est illimité. La seule limite d'un cloud, c'est votre compte en banque. C'est-à-dire que tant que vous pouvez payer, le fournisseur de cloud, il fournit, lui. De toute façon, il vous facture. Et comme dans un restaurant, plus vous consommez, plus le restaurant gagne d'argent et plus il est content. Si vous lui dites de passer à 200 repas par jour, il dit vas-y. Si tu me dis que tu veux 200, moi je t'en fais 200 et pas de problème, je te les facture de toute façon. Et vu le modèle de facturation, je gagne de l'argent sur ce que je te facture. C'est leur objectif. Hein. Ils sont pas là pour la beauté du geste. C'est un argument qu'on va revoir, on va en discuter, parce que c'est souvent un argument financier qui nous est jeté au visage en disant ah, le cloud, ça coûte de l'argent. Je fais mais tu crois que chez toi c'est gratuit? Donc c'est souvent voilà, c'est sur ces enjeux-là. Un cloud, c'est aussi de la résilience, c'est-à-dire qu'on va avoir de la redondance matérielle et puis on va avoir des services qui vont déjà être pré-redondés. Si vous prenez l'exemple de bases de données relationnelles dans le cloud, on a des exemples de services de cloud d'Amazon ou d'Azure ou de Google, hein, où la base de données existe déjà en 2 exemplaires avec des mécanismes de copie, ce qui me permet, en cas de panne d'un des serveurs, de ne pas perdre la totalité, d'être résilient. Voilà. Ce que je peux faire chez moi dans mon propre cloud, mais qui nécessite une certaine logistique, d'avoir compris comment ça se met en œuvre, d'avoir consommé des ressources en double, etc., et d'avoir préparé mon cloud pour ça. Et on a bien sûr aussi les mécanismes de standardisation, d'automatisation et de sécurité qui sont mis en place par le cloud. Donc l'automatisation, ça va être le fait que quand vous voulez faire une base de données dans un cloud public, c'est un service. C'est-à-dire vous vous dites, je veux une base de données. Boum, ça y est, vous avez un serveur avec une base de données. Si vous voulez faire la même chose chez vous, il faut créer une machine virtuelle dans laquelle on installe Windows ou Linux, dans laquelle on installe le moteur de base de données après l'avoir choisi, après avoir vérifié les problèmes de licence. Ensuite, une fois qu'on a installé le produit, on commence à l'administrer, on regarde qui a le droit de s'y connecter, puis ensuite on gère les sauvegardes, la résilience, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on va gagner aussi de l'efficacité. Je le redis, du travail en moins. Hein, c'est un argument important que souvent les clients perdent de vue. En fait, c'est tellement facile qu'ils partent du principe que c'est là. Donc voilà, donc ça ne rentre plus en compte dans la validation. Ce qu'il faut, en fait. La valorisation, elle tient à ça. Je t'écoute. Oui, puis j'ai rajouté là-dessus, puis c'est très simple, puis je m'en suis rendu que ça m'a sauté au visage quand j'étais allé au DEFCON. Ce qui est une des choses qu'on paye dans le cloud, notamment, c'est toute la beauté du service, c'est la magie du fait, comme tu disais, que la base de données apparaisse. Mais d'un point de vue pur technique, c'est l'orchestration qui a été développée par le fournisseur de cloud pour rendre cette magie-là. Et cette magie-là a un coût. Et un coût, puis ils doivent l'entretenir, et tous ces éléments-là. Puis même au-delà, puis on va y revenir de toute façon. Mais je trouve ça intéressant de ramener ça, que ça soit mis dans la réflexion, parce qu'on paye la magie. Puis la beauté du service n'est pas gratuite et elle a aussi un coût au-delà du matériel qui nous est loué, au-delà de tout ça, mais les opérateurs, la couche de magie qui est développée, puis la plupart des compagnies n'ont jamais eu d'ailleurs cette couche de magie-là. J'en connais certaines très grandes entreprises qui avaient développé leur propre couche de magie, mais c'est très coûteux de développer cette couche de magie-là. Et c'est aussi ça qui nous est loué par les fournisseurs de cloud. On peut tous apprendre à faire de la cuisine 3 étoiles. Qui a le temps de le faire? Qui a envie de le faire? On en disait avant, hein, c'est pas parce qu'on sait faire qu'il faut faire un truc qu'on le fait. On a toujours l'excuse de oui, mais j'ai les enfants, j'ai mon boulot. Oui, et c'est ce côté pratique d'aller au restaurant, c'est que on achète, comme tu l'as dit, la magie du fait que j'ai vraiment le confort de dire je veux faire ça, même si le plat, je peux le préparer moi-même. Donc tu as tout à fait raison. Quand je déploie une base de données, des fois, je le vois moi dans les clients que je forme ou j'accompagne, effectivement, cet effet magique, il a tendance à se perdre, en fait, on n'en prend plus conscience. Je me dis, attends, ouais, mais moi, je peux faire la même chose moi-même. Oui, mais bah vas-y, je te regarde faire. Et on chronomètre.
Et tu me diras quand on a marre, parce qu'au passage, c'est pas parce qu'on peut le faire que c'est intéressant à le faire, que c'est utile de le faire, qu'on a envie de le faire, qu'on a du temps pour le faire. Et c'est vraiment un gros bénéfice. C'est vrai que la notion de service, finalement, elle est pas si bien comprise par les clients souvent. On achète le fait que, je dis toujours, un service, c'est le loisir de dire, ça, j'en ai plus rien à foutre. C'est plus à moi de le faire. Et c'est pas juste, c'est fait par quelqu'un d'autre, c'est j'en ai plus rien à faire. J'ai la liberté, le luxe de pouvoir me dire, j'en ai plus rien à faire. Je peux le déployer en 4000 exemplaires en 5 minutes. J'en ai plus rien à faire. Par contre, on me dit combien ça coûte, cette magie d'avoir été préopéré. Alors, tu donnais cet exemple-là. J'ai fait 10 ans de VMware. Je peux t'assurer 95% de mes clients étaient tous persuadés qu'ils pouvaient inventer le cloud public eux-mêmes. Il y a 95% d'entre eux se sont tous plantés. Voilà, il en reste effectivement, comme tu dis, de très rares exemples. J'ai un fournisseur d'électricité en France très connu, 50 en France, qui a fait ça parce qu'en fait, on est sur des clients d'une telle ampleur qu'ils ont pu investir vraiment un bel effort, un vrai projet de construction d'une entité cloud interne dans lequel ils ont pu valoriser, aller jusqu'au bout de l'opération. Mais j'ai travaillé avec des vendeurs de tapis malhonnêtes il y a quelques années sur Paris où pas de petite anecdote, le patron voulait sortir 100 000 euros pour fabriquer un cloud. Je dis, bien sûr, 100 000 euros. Est-ce que tu peux rajouter 2 zéros, s'il te plaît, avant qu'on commence à discuter? Ils nous regardaient comme ça en disant, oui, mais le cloud, c'est que des VM. Alors, oui, c'est comme dire qu'un restaurant, c'est juste des assiettes. C'est du même niveau de bêtises, sauf parce qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est le côté commercial. Hein. C'est moi, je vois l'opportunité, je vais revendre ça. Oui, mais dans l'assiette, il faut remplir l'assiette. Si tu veux que les gens ils achètent. Sinon, tu deviens vendeur de vaisselle et c'est beaucoup moins rentable. Donc, quand on va au restaurant, il n'y a pas qu'un plat, il y a une expérience, une atmosphère. Il y a le loisir de dire, je me pose le cul sur une chaise, je demande à manger et j'ai à manger. Et c'est à mon goût et c'est comme je le veux. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, dans les services du cloud, il y a le fait effectivement que ce soit automatisé, que ce soit résilient, que ça amène des aspects de sécurité, de contrôle d'identité, de contrôle d'action, de chiffrement de données, chiffrement en transit, chiffrement au dépôt, la possibilité d'archiver, de stocker, de redonder sur plusieurs pays en respectant des législations. Enfin, c'est tout ça, c'est tout ce package qu'on vient acheter qui, quand on l'a compris, qu'on l'embrasse, est d'un extrême confort. Ce que disent les clients qui, eux, ne sortent pas du cloud, ils sont contents de vous dire, en fait, ouais, on est quand même content de plus, la plupart des clients, ils vous disent ça, ils disent, on est quand même content de plus taper tout ça. Bah, ça nous permet de nous occuper de ce qui nous reste à faire, qui est déjà beaucoup de travail, mine de rien. Là aussi, ne croyez pas qu'il vous reste plus rien à faire, au contraire, il reste aussi beaucoup de boulot. Et c'est un effet que beaucoup de clients ne voient pas, c'est que le fait d'aller en mode service va faire que vous allez faire plus avec les mêmes équipes qu'avant. Donc là où une équipe se retrouvait je sais pas, un administrateur se retrouvait en moyenne avec 100 ou 120 serveurs à gérer, dans un cloud, on va se retrouver avec 150, 200 serveurs ou 250 serveurs à gérer par heure, par jour ou par mois pour une personne. Mais avec une volatilité plus grande parce que finalement, ça nous est pré-packagé, ça nous tombe dans les mains, c'est déjà prêt à l'emploi. Donc on se retrouve avec finalement plus d'opportunités à saisir. C'est aussi ce qu'on vient chercher dans le cloud. C'est l'innovation. Alors pareil, l'innovation, c'est un terme souvent un peu bullshit market, mais non, en fait, non, c'est pas tant que ça. L'innovation, c'est la capacité à dire j'ai une idée et je voudrais l'essayer pour voir si elle est valable. C'est ça, innover. C'est tout bête. Et si je faisais les choses différemment, est-ce que ça marche? Vous voyez, c'est tout. C'est ça, innover. Des fois, ça marche pas, des fois, ça marche pas, et des fois, ça marche. Et c'est pertinent, et on se dit, ça valait le coup de le faire. Et ben, dans un cloud privé, souvent, l'innovation, elle est liée à la capacité de pouvoir accueillir ce test. Ce qui souvent est non prioritaire et n'existe pas. J'ai des clients qui m'ont déjà sorti, oui, mais nous, notre architecture, elle est très statique. Je leur dis, non, vous êtes résignés, c'est différent. Vos collaborateurs et collaboratrices, ça fait des années que vous leur dites à chaque fois qu'ils ont un projet, non, il n'y a pas la place, c'est pas prioritaire. Donc, au bout d'un moment, ils vous proposent plus rien. Donc, le cloud public, ça nous permet d'avoir cet espace-là où finalement, on paye l'usage de leurs ressources exclusivement. Donc, on se pose pas de question de la place. Innover, c'est aussi que dans un cloud public, vous pouvez avoir accès à des choses que vous ne savez pas faire. Par exemple, si vous me dites demain, fais une charlotte aux fraises, je crois que j'en ai fait une avec ma mère quand j'étais gamin, sauf que j'ai 47 ans et je vous assure que je sais plus du tout comment on fait. Alors, ça doit se rapprendre, mais je serais un petit peu emmerdé si je devais vous la faire pour demain. Par contre, je peux aller dans un restaurant pour en manger une et voir comment c'est fait pour ressaisir le goût, ressaisir la forme, voyez la texture et m'inspirer de ça après. Donc, l'intérêt, je le vois par exemple alors,
on en a parlé, on a fait 2 modules entiers sur l'IA, mais le champ des IA est quand même intéressant. Sauf que rentrer dans le champ de l'IA, c'est compliqué. On va être honnête, on l'avait dit, faire de l'IA, c'est compliqué. C'est pas simple du tout. Et donc, on peut pas s'improviser comme ça. Par contre, il y a des services d'IA déjà pré-managés qui permettent de dire, et si je testais d'intégrer ce petit bout-là dans ce que je fais chez moi pour voir si ça me plaît, pour voir si ça marche. Tiens, l'IA, c'est censé faire des miracles. Si je le mets chez moi, ah oui, tiens, ça fait vraiment des miracles. Tant mieux. Ok, pourquoi pas? Et ça peut arriver. Ou, ah bah non, c'est nul. Alors, c'est nul parce que j'avais espéré un autre truc, ou c'est nul parce que je sais pas l'utiliser. Mais ça me permet de tester. Si déjà je sais pas installer le produit, ça va être compliqué de le tester moi-même, vous voyez. Et donc je peux facilement renoncer. Et donc je préférerais tester, valider le fait que peut-être que je suis nul, ou peut-être que j'ai mal compris le truc et qu'il y en aura besoin, ou alors peut-être qu'il y en a besoin. Et une fois que j'ai testé un produit, je peux aller au restaurant tester un plat, mais je peux ensuite apprendre à le faire moi-même quand je commence à maîtriser le produit pour reprendre le contrôle complet. J'aime bien que tu amènes l'exemple du IA parce que puis à l'heure actuelle, c'est prendre le meilleur exemple de mécompréhension des gens entre je joue avec quelque chose qui est géré par quelqu'un d'autre à j'essaie d'en déployer chez moi puis avoir un résultat équivalent. Et ça, le niveau de déception que j'ai vu depuis les 2 dernières années, il est complètement fou parce que les gens ne comprennent pas, puis c'est probablement l'exemple le plus parlant à l'heure actuelle de l'équivalent de la déception cloud, parce que les gens entre ce qu'ils voient et le réel ne s'articulent pas et donnent toute la magie. Puis là, je parle de la magie tantôt, mais c'est un peu ça. C'est les chats GPT de ce monde, c'est beaucoup de magie, beaucoup de poudre aux yeux. Le réel, il est très différent de ce que c'est, là. J'utilise cette image-là en général. Alors là, j'ai pas de slide puisqu'on est en audio, mais c'est la différence qu'il y a entre ce que les clients attendent, Terminator 2, voilà, le robot super intelligent qui veut tuer l'humanité, et la réalité du cloud qui est Eric Cartman de South Park quand il fait Awesome O, le robot en carton. Voilà, la réalité du cloud, c'est ça. Le cloud, je dis toujours, le cloud, c'est juste une grosse boîte à outils complètement stupide. Si on attend à ce que le cloud fasse des trucs pour nous à notre place, il le fera pas. Si on n'a pas de projet à lui faire faire, il fera pas. Et t'as raison, j'aime bien cette idée de déception parce que je l'ai connue aussi dans ma carrière où vous avez des produits à la mode. Vous avez des produits où tout le monde en fait en ce moment. Donc vous le mettez chez vous. Il se passe rien de spécial parce qu'en fait, vous avez rien à faire avec. Et ça se voit. Alors c'est vrai que on anticipe un peu la suite de cette discussion, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a des clients qui sont insatisfaits du cloud, c'est-à-dire qu'ils attendaient un résultat, un effet, sans saisir l'engagement de leur part à obtenir cet effet. Et on a beaucoup de clients qui ont une insatisfaction parce que ils s'attendaient à ce qu'il se passe beaucoup de choses et il se passe pas grand-chose, voire rien. Mais souvent, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas saisi justement l'engagement. Alors, on a quand même des raisons de vouloir se barrer du cloud. C'est logique. On l'a dit tout à l'heure, rationnellement, je peux pas envisager d'étudier une solution à un engagement si je n'envisage pas le côté et s'il y a un gros problème et si je décide autrement. Voilà. Donc, on peut avoir des raisons de se désengager du cloud. Et donc, comment on crée ce désengagement? Alors, se désengager du cloud, ça veut pas dire forcément en sortir totalement. Ça peut être se désengager parce qu'on a des besoins de résilience. On pourrait très bien dire, moi actuellement, je suis chez un fournisseur, Amazon, Google ou Microsoft, mais si l'un des trois a un gros souci, imaginez, légal, ils se font racheter, on a vu ça la dernière fois, ils se font racheter et le modèle est démonté, ou ils ont un gros problème technique, ou ils ont un problème eux-mêmes légal, par exemple, ils sont pris dans une tourmente politique et ils ont plus le droit d'exercer. Faut que je puisse potentiellement trouver un repli à côté. Donc, souvent, ça va se gérer avec la nécessité de penser à un à côté. Cet à côté, ça peut être un autre fournisseur de cloud public. Donc, l'objectif ici, c'est de quitter un cloud public pour aller à un autre. Donc, l'idée, c'est pas de reprocher au cloud public d'être du cloud public, mais c'est de sortir de la relation d'un acteur précis, unique, pour avoir un environnement multi-acteurs. C'est un peu ce que ferait un client qui a du Windows et du Linux dans la même architecture, ou qui aurait, je sais pas, voilà, plusieurs éditeurs simultanément, de la base de données Microsoft et de l'Oracle, par exemple, ou de l'open source et du sous-licence. C'est souvent quelque chose qui va jouer autour de ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait une compatibilité entre les clouds. Cette compatibilité entre les clouds, est-ce qu'elle existe?
Bah, pas vraiment aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est une réalité. Donc à partir du moment où on se dit, moi, ma stratégie va être d'embrasser plusieurs fournisseurs de cloud afin de garder de la résilience, ce qui est une logique que je peux comprendre, alors je vais complexifier un petit peu le scénario avec la nécessité d'embrasser la culture de chacun des deux. Si je fais de l'Amazon et de l'Azure en même temps, par exemple, c'est possible. Il y a plein de clients qui le font, mais ça veut dire qu'il faut monter en compétence et sur AWS d'Amazon et sur Azure de Microsoft en même temps. Il faut suivre le fil en même temps. Ça veut dire qu'il faut ici qu'on essaye. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les grands concepts, tout ce qui est logique de microservices, de serverless, une bonne partie de la sécurité, des grands concepts d'architecture sont identiques. Ça reste du cloud public. Ça va jouer dans des détails, dans de la granularité. Par contre, on n'a pas vraiment de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que je peux pas prendre une VM de l'un pour la balancer chez l'autre comme ça. Il va falloir qu'il y ait des opérations de mouvement entre deux. Elles sont pas si complexes que ça, mais elles se font pas naturellement. Et aucun des fournisseurs n'a d'intérêt à faciliter ça, évidemment. L'idée chez eux, c'est de vous attirer à rester avec une certaine adhérence à leur solution. La solution alternative qui existe beaucoup, c'est de penser cloud, non pas multiple, mais cloud hybride. Alors, le cloud hybride, on en a déjà un peu parlé dans d'autres modules. Le cloud hybride, c'est quand on garde une logique de cloud privé et de cloud public à la fois. Cloud privé, ça veut dire qu'on possède chez nous encore des équipements, des assets, et le cloud public vient suppléer, compléter. Alors après, le pourcentage, c'est à vous de définir. Vous pouvez avoir la majorité de vos acquis chez vous et une partie chez le public, ou l'inverse, avoir gardé un résidu chez vous et mettre tout le reste en public. Et l'avantage de faire de l'hybride, c'est de se garantir que ce qui est en hybride chez vous en privé, ben vous en avez le contrôle absolu. Donc ça peut quelque chose qui peut être très rassurant pour un client qui se dit oui, mais si demain les fournisseurs de cloud ont un problème, oui, mais si demain Internet mondial a un problème, effectivement, c'est pourquoi pas. Hein. On a des tentatives tous les ans d'attaque des réseaux internationaux dans des pays, voire à l'échelle mondiale avec les DNS par exemple. Ben, qu'est-ce qui se passe si demain les fournisseurs de cloud ont un gros souci? Et ce qui, en termes de scénario, est tout à fait crédible. Et donc, en termes d'études de risque, on se doit d'envisager le cas où le fournisseur de cloud a un vrai très gros souci. Et il est arrivé par le passé que certains fournisseurs de cloud aient des soucis très importants sur certaines régions entières. Et dans ce cas-là, c'est une approche qu'on va faciliter. Donc c'est un conseil qu'on donne aux clients quand ils sont encore avec souvent. Alors un client tout neuf, on va pas lui dire va t'installer des data centers privés en même temps. Mais souvent, je rappelle que 80% du marché, ce sont des clients qui ont déjà des data centers privés qui vont migrer vers du public. Il est très, 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 très commun de conserver une partie en privé. Et souvent, l'excuse va être de dire, alors, d'abord, il y a le changement lui-même, et on va revenir dans quelques semaines sur la gestion de changement. Mais la gestion de changement prend du temps, donc la migration prend beaucoup de temps. Mais à côté de ça, il peut y avoir aussi le besoin de se dire, oui, il y a des trucs, je ne sais pas les envoyer dans un cloud aujourd'hui, et donc, par principe, je vais me garder une place chez moi. Ce qui me donne l'opportunité de dire, dans ce cas-là, je peux rapatrier ce que j'ai en cloud public chez moi aussi. Alors oui, ça veut dire que vous pouvez pas réduire la taille de votre cloud privé trop, parce que sinon, vous pouvez pas ramener ce que vous aviez en cloud public. Donc il y a une question comme ça de conceptualisation, de dimensionnement. Et puis, vous n'aurez pas dans un cloud privé le même niveau de service qu'un cloud public. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir spécifier ce qu'on souhaite reprendre. Mais dans l'opportunité de reprendre des éléments ultra critiques, on peut tout à fait, et c'est quelque chose de très commun, se constituer un cloud privé de repli qui dit s'il y a vraiment un gros souci, moi je reprends la maîtrise de tout ça et le cloud public ne m'impacte pas plus que ça. Donc c'est très commun et c'est souvent une très bonne pratique pour pouvoir se rassurer. Ça nous permet à la fois de pouvoir migrer tranquillement à notre rythme et de garder l'assurance, de garder le contrôle sur ces couches-là en ayant la gestion. Par contre, qui dit garder le contrôle, dit garder la responsabilité qui va avec. Donc ça veut dire que le cloud privé qui est chez nous, il faut qu'il soit extrêmement qualitatif, extrêmement fiable. Il faut qu'on les constitue avec les mêmes best practices que le cloud public. Sinon, c'est un petit peu se dire, moi j'ai un filet pour me rattraper, mais le filet, ça fait des années, je ne l'ai pas regardé, donc ça se trouve, il va se casser la gueule dès que je vais tomber dessus. Ouais, puis ça devient énormément. Puis ça, c'est encore là, c'est la magie. Les gens ont l'impression que ça se passe bien. J'ai vu des scénarios hybrides, même, je comprends l'idée. Tout dépendant des technologies qui sont en œuvre. Cependant, les gens n'ont pas, ou les entreprises n'ont pas cette compréhension-là que l'éventail du service offert par le cloud public est beaucoup plus grand que ce qu'ils ont.
et vont amener à des réflexions de notamment cloud native, là, c'est-à-dire que le développement est constitué normalement. Puis ça aussi, c'est un des choses qui va arracher en cours de chemin de migration d'applications qu'on pourrait dire patrimoniales ou legacy qui transitent là. Tu dis on les garde sur site, oui, mais pas parce qu'on garde celle-là sur site qu'on est prêt à reprendre ce qu'on a transféré, parce que ce qu'on a transféré, normalement, a été modifié pour s'adapter aux nouvelles technologies, à comment fonctionne le cloud et à tirer bénéfice du cloud, parce que c'est un peu ça. Puis ça, sans vouloir inventer ce qui s'en vient, mais c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un bénéfice, mais c'est pas de la magie. Il faut être conscient de ce bénéfice-là et de savoir en tirer le plus grand profit possible. Alors, il y a un autre élément, un autre levier sur lequel on peut tirer pour pouvoir s'assurer une rétrocompatibilité, c'est de moins adhérer à tout ce qui est propre au fournisseur en lui-même, mais plutôt des modèles open source. Et c'est souvent quelque chose que je fais découvrir moi à mes publics quand j'ai du monde en formation. Je dis, regardez, chez Amazon, il y a beaucoup de services qui existent en 2 exemplaires. Il y a une version entièrement faite par le fournisseur de cloud et il y a une version qui est à l'image, qui héberge plutôt un produit tierce. C'est le cas, par exemple, de la base de données. Vous avez une base de données Amazon Pure Source qui s'appelle Amazon RDS Aurora. Alors, c'est du compatible MySQL Postgre, mais c'est fait par eux. On a des versions même complètement abstraites et en serverless. Et puis, on peut utiliser du RDS MySQL Postgre, MariaDB, où on a un éditeur de base, enfin, un moteur de base de données qui est déjà utilisable chez soi. On peut utiliser par exemple de l'ECS chez Amazon. ECS, c'est l'orchestrateur de conteneurs Docker. Mais ECS, il est propre qu'à AWS. Si on veut faire la compatibilité, on peut faire de l'EKS, Elastic Kubernetes Service. Donc là, Kube, bah oui, Kube, on peut l'installer chez soi, on peut l'installer chez les fournisseurs tierces. L'avantage de ces approches-là, là, c'est pas juste l'hybride, c'est le multi-cloud aussi. C'est qu'un produit tierce que je peux orchestrer, comme l'orchestrateur Kubernetes, bah, je peux l'installer de la même façon et le gérer de la même façon entre fournisseurs de cloud différents. Ce qui va m'amener mes équipes à avoir la possibilité de maîtriser un outil transversal. Et c'est l'approche transversale qui va venir. Alors, c'est le bénéfice, l'approche transversale, c'est qu'elle nous permet d'avoir la garantie que l'outil est le même partout, que les procédures sont les mêmes partout, et donc que si je me véhicule d'un côté ou de l'autre, peu importe où c'est, je sais que ça continue à fonctionner. Et ça m'assure cette rétrocompatibilité. L'inconvénient, c'est qu'un service open source de ce type-là, il n'est pas gratuit. Et je parle pas d'argent ici, je parle de montée en compétences. C'est-à-dire qu'un service comme ça, c'est un peu comme quand vous achetez un plat. C'est pas le restaurant, mais le plat, on vous le livre en kit, mais il faut le monter vous-même. C'est un peu comme si vous achetiez une boîte où il y a tous les ingrédients dedans et c'est à vous ensuite de réassocier les ingrédients. Alors, il y a peut-être des préparations un peu mieux faites, effectivement, mais c'est pas encore comme le plat qui vous est livré tout chaud dans l'assiette. Donc, faut vraiment comptabiliser que quand on choisit cette approche-là, je le dis toujours, j'engueule même mes stagiaires quand j'en ai en cours qui me parlent de Kube sans arrêt, je dis, si vous me faites du Kubernetes parce que c'est la mode, non. Moi, la mode, je suis pas pour. Voilà, la mode n'apporte rien de raisonnable. Si par contre vous en faites parce que vous avez déjà un autre cloud privé ailleurs et que vous voulez avoir le même niveau de compétence des deux parce que vous avez des équipes qui font déjà ça, alors oui, stratégiquement, c'est une très bonne solution. C'est vrai. Donc, on va aller comme ça vers l'adoption de produits soit fournisseurs cloud, soit de produits tierces carrément. C'était le cas de nos amis de Terraform, par exemple, d'HashiCorp, qui permettent de faire de l'infrastructure as code multi-cloud, Amazon, donc AWS, Amazon ou Azure, Microsoft. Mais ça nécessite de partir avec un outil tierce, donc un éditeur de plus, une autre relation avec une complexité supplémentaire. Donc, vous voyez, il y a rien de gratuit. Si on veut avoir ce niveau de résilience, c'est-à-dire qu'on va reprendre une partie du contrôle des éléments, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en maîtrise de ces éléments-là. Et donc, il faut que nos équipes soient bien organisées dessus, montent en compétences dessus. Et il faut qu'on soit conscient que ça engage de la dette technique supplémentaire, puisque le temps où on gère ces produits-là, on n'est pas en train de le faire à faire autre chose. Alors que dans une approche purement cloud public, purement serverless, en serverless, moi, j'enlève encore des couches de gestion que j'ai plus à faire. Donc, ça diminue un petit peu le confort, mais ça peut ramener l'approche, l'envie de dire oui, mais moi, je pourrais quand même garder ce contrôle sur ces aspects-là. Donc ça se tient tout à fait. Donc,
on va dire que les deux solutions pour être rassuré dans un besoin de retour arrière ou retour extérieur, c'est une approche hybride de garder du privé quelque part. Et je le dis, c'est pas tant un problème que ça parce que 80% des clients du marché du cloud sont d'abord des clients de cloud privé qui prennent du public, soit comme extension, soit comme redondance, soit comme complément. Et ensuite, on a les produits tiers ou open source qu'on pourrait retrouver de façon transversale. Donc là, ce sont les deux approches. Maintenant, on va aller un petit peu sur les fameux articles, parce qu'effectivement, ce qui nous a motivés, c'est que on a cette tendance depuis quelques mois, depuis quelques années, à voir des gens qui tonitruent en disant « Oh là là, le cloud, c'est de la merde, c'est faux nul, on s'en va, nous on est parti. » Et ils avaient souvent des articles comme ça qui sont souvent repris et qui font écho. On vous dit « Tel client a dit qu'il allait quitter le cloud public. » Alors, je vais être honnête avec vous, le problème, c'est que dans tous les articles que j'ai lus à chaque fois, j'ai jamais trouvé un seul argument qui tienne la route. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah, les raisons, c'est la sécurité et le coût. Alors ça, c'est les deux principales, on vous dit. OK, sécurité et le coût. En termes de conceptualisation, on peut comprendre. Sécurité, ça voudrait dire qu'on n'est pas satisfait de la relation de confiance ou ce qu'on appelle la shared responsibility avec le fournisseur de cloud, c'est-à-dire le cloud fait une partie, moi je fais une partie et je suis pas satisfait de ce niveau de relation. OK? Donc pourquoi pas? C'est quand vous allez à l'hôtel, vous dites, moi j'ai pas confiance à l'hôtel, je pense qu'il sécurise pas bien ma chambre. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans ma chambre, etc. Je comprends l'idée et on pourra en amener la preuve, pourquoi pas. Le coût, on nous dit, ah ben le coût, c'est que c'est plus cher le cloud, on se retrouve pas nos billes. Alors, plus cher que quoi? Et là, le problème, c'est que dans tous les articles que j'ai pu lire jusqu'ici, pourtant je vous assure que j'en regarde à chaque fois, il n'y a pas un seul client qui a été foutu de dire combien son cloud privé lui coûtait précédemment. Il n'y a pas un seul client qui est capable de vous dire d'où il vient et à quoi il compare. Quand je fais de l'analyse financière avec les clients, ce qu'on appelle le FinOps, je donne toujours cet exemple. Imaginez un client qui vous dit « Ah, moi j'ai $1000 de facture par mois. » Bah, ma réflexion c'est « Oui, et alors ?» Pourquoi? Parce que si ces $1000 vous génèrent $100 000 de revenus, moi, ça me va très bien. Si ces $1000 de facture vous génèrent $100 de revenus, effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de coût, on ne parle pas de valeur. Alors, on avait déjà donné cet exemple avec le dernier téléphone d'Apple, hein, $1300 ou $1600, enfin, selon le pays où vous l'achetez ou le prochain. Le coût, c'est le même pour tout le monde. La valeur, c'est pas la même. Moi, je trouve que c'est absurde. Il y en a qui vont être passionnés, qui vont acheter du premier coup en disant ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même valeur visible de l'objet parce que on n'en a pas le même usage, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas le même esprit dessus. Donc, quand on me parle du coût du cloud, je dis, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous en faites, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous en attendiez. Et là, je vais aller sur un élément essentiel. C'est les critères de succès. Sachez que la plupart du temps, ces clients-là n'ont pas de critères de succès. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont penchés vers le cloud, ils ont vu tout à l'heure tout ce qu'on a dit qu'on pouvait obtenir du cloud, et ils sont attendus à un résultat qui allait venir tout de suite de lui-même. C'est un peu comme si vous alliez, je sais pas, dans un programme en rehab, voilà, vous avez un problème de consommation de drogue. Vous arrivez au premier jour de programme de rehab, vous dire ah c'est nul, je suis pas désintoxiqué. Non, va falloir te bouger le cul. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des articles de ces clients-là vous montrent à quel point ces clients-là ne sont pas bougés le cul dans la compréhension de l'engagement nécessaire de leur part pour obtenir les résultats escomptés du cloud. Si vous allez dans un cloud pour faire de la bonne vieille VM, et dans 99% de cas, c'est ce qui se passe chez ces clients-là, le cloud n'est pas rentable. Vous savez quoi? Je peux vous le dire tout de suite. Je l'ai dit, il y a un client, on a 2 semaines. Il suffisait de nous le demander. Ça faisait 5 ans qu'ils y étaient, insatisfaits. Vous m'auriez demandé il y a 5 ans, j'aurais dit la même chose. Il y a 5 ans, on aurait économisé tout de suite la facture. Je fais non. En fait, il faut faire autre chose. C'est un peu comme si, bon, je vais prendre un exemple très clair. Amazon, c'est 270 services. Faire de la VM dans le cloud, c'est en utiliser 3. Et s'attendre à un miracle parce qu'on en a utilisé 3. Non. Pour vous
bénéficier réellement du cloud, il faut enlever les serveurs et les remplacer par autre chose. Ça veut dire qu'il faut initier un changement. Mais ce changement, il faut l'avoir compris. Et ce que je trouve très drôle, moi, dans les commentaires que j'ai aujourd'hui, dans ces articles-là, c'est que les seuls articles où les clients ont été assez honnêtes, ils ont tous systématiquement dit, on repart en arrière parce qu'on ne contrôle pas ce qu'on fait, qu'on n'en est pas satisfait, pour mieux y retourner. C'est ça le truc qui est très drôle, c'est que souvent on met pas en avant le fait que ils ont tous la même conclusion systématiquement. C'est on va mieux se faire accompagner, on va mieux comprendre les objectifs et comment les atteindre. Et donc on comprend bien qu'il y a vraiment un switch culturel à prendre ici. Et c'est pour ça que ces articles me font toujours rire parce que ils donnent le sujet de l'argumentaire, les coûts, la sécurité, donc une incompréhension dessus, mais qui ne sont pas les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est que on va à un endroit où on est censé changer de façon de faire et on ne change pas de façon de faire. Et donc le résultat ne tombe pas du tout aligné. Et oui, dans ce cas-là, le cloud est cher. Est-ce qu'il est plus cher que ce qu'on faisait chez nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est cher. Ouais. Ben, plus cher, c'est ça. Puis ça, c'est là. Puis pour en avoir lu plusieurs articles aussi, c'est les coûts de départ sont jamais connus ou sont occultés d'une façon ou d'une autre. Soit les articles ne veulent pas en parler parce que ça fait pas, c'est pas ça a le petit côté sensationnaliste. Il ne sait absolument pas dire combien sa migration lui a coûté parce qu'il est même pas capable d'avoir planifié un plan de migration. Et la plupart d'entre eux, dans leur déclaration, on comprend qu'ils n'ont pas eu de plan de migration. Moi, je fais des plans de migration avec des clients, c'est un boulot de plusieurs années. Ben, oui, notamment. Puis pour en avoir accompagné, pas de façon directe, ou en tout cas moins directe que toi, à chaque fois, ça disait, c'est la transformation. C'est pas genre, on passe de A, on déplace dans B, puis il va y avoir de la magie. Ben, il y a une étape de transformation entre les deux. C'est un peu comme l'histoire de genre, je vole des shorts, je sais pas ce qui se passe, étape 3, j'ai un profit. Mais cette étape 2-là, c'est que les gens ne veulent pas l'avoir et espèrent le profit sans le travail de transformation nécessaire dans le milieu et même de comptabiliser parce qu'il existe des cas plus rares où effectivement, ça coûte plus cher aller en cloud, mais il faut faire la démonstration que sur site, ce qu'on avait avant, il faut l'avoir quantifié. Et ça, déjà, les personnes ne l'ont pas quantifié. Fait que c'est un problème, là. Quantifié et qualifié et valorisé. Parce que je peux avoir un truc qui, chez moi, coûte plus cher à faire, mais plus pratique et correspond plus à mes envies, à mes besoins que dans le cloud public. Si, par exemple, on prend certains aspects de sécurité très pointus, bah, il y a des choses que je ne ferai que chez moi dans un cloud privé parce que je les obtiendrai jamais dans un cloud public, même si c'était moins cher dans le cloud public. Mais si mon envie, mon besoin d'engagement, c'est d'arriver à ce niveau, c'est cohérent, je le garde chez moi, ça me pose pas de problème. Il n'y a pas qu'une histoire de coût. On appelle ça la Well Architect Framework chez Amazon et on le reprend chez les autres. C'est une grille de lecture en 5 piliers. On a l'efficacité financière, l'efficacité performance, on a la résilience, l'excellence opérationnelle et la sécurité. Ben, chaque choix qu'on fait est un argumentaire de ces 5 points simultanés. Il n'y a jamais un sujet qui l'emporte sur les autres de façon à diriger. Je donne souvent l'exemple. Je dis, si vous décidez de chiffrer des données, on va dire, oui, mais le chiffrement des données, c'est de la sécurité. Oui, c'est la dominance, c'est une raison de sécurité. Mais il n'en est pas moins que mettre en place du chiffrement de données a un impact de performance, puisque ça fait des opérations mathématiques en plus, donc des cycles de processeurs en plus. Ça veut dire qu'il faut un HSM, donc un outil de gestion de clé de chiffrement. Si j'en ai pas, il faut peut-être louer un service. Si je loue ce service, il faut que je vois comment je l'intègre avec mes applications au jour le jour, comment je fais pour mes équipes le manage, comment je fais pour gérer les droits. Et puis, il y a un coût à ce service. Et puis, si le service tombe en panne dans une région, comment je fais pour reprendre dans une autre région? Donc, vous voyez que il n'y a pas d'argumentaire qui l'emporte sur un point précis. Et j'ai le cas, moi, par exemple, où j'ai des partenaires qui m'ont demandé, quand on fait cet argumentaire, d'enlever des points. Je dis, mais non, mais c'est pas rationnel. Oui, il faudrait que le client en choisisse 2. Non, il faut pas qu'il en choisisse 2. C'est absurde. Si, dans ce cas-là, le client, je vous le dis tout de suite, il va choisir le coût. Le moins cher possible, c'est aussi le moins performant et le moins sécurisé possible, tout le temps. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret. Si vous voulez beaucoup de performance, il faudra aussi prendre en compte la sécurité et la résilience de cette performance. Si vous voulez beaucoup de performance, il faudra beaucoup d'argent. C'est tout. Si vous voulez, là, ils sont en train de nous refaire des avions supersoniques pour faire Paris-New York en 1h30, là, ils nous annoncent. Très bien, mais ça va être, je pense que les billets d'avion vont être très très chers parce que, ben oui, c'est soit vous traversez à la rame, et à la rame, ça va être plusieurs mois de navigation, soit vous traversez en 1h30, mais bon, c'est pas du tout le même effort. Donc, vraiment,
C'est quelque chose qu'on a noté, et c'est vrai que ça revient, je pense, souvent dans nos discussions. À un moment donné, on n'est pas des enfants, on est des adultes. Faut être rationnel, quoi. Pour aller d'un point A à un point B, il y a un chemin au milieu. Donc, ce que tu donnais, c'est pas des shorts, c'est des slips. C'est nos fameux gnomes voleurs de slips de South Park, mais c'est ça. Où le client dit, moi, je veux un bénéfice. Donc, je vais dans le cloud, étape 2, je sais pas, étape 3, boum, j'ai du bénéfice. Non, l'étape 2, il faut la mettre en place. Et hélas, on constate, avec humour, mais aussi un petit peu d'agacement, que d'année en année, ça se répète, on a toujours la même chose. Et ces clients-là qui vous disent aujourd'hui, hein, c'est unanime, ce qu'on retrouve de tous ces clients qui ont été dans le cloud, il n'y en a pas un qui vous dit j'ai été super bien accompagné, on a bien fait les choses et rationnellement, je peux vous comparer que c'était moins intéressant d'aller dans le cloud public. Il n'y en a pas un seul. La plupart d'entre eux vous disent en fait, à demi-mot, tu sais quoi, on a merdé. On n'aurait pas dû y aller tout de suite, on n'était pas prêt. Et on comprend bien qu'il y a autre chose derrière, et c'est pour ça qu'on a envie d'y retourner, parce que tous le disent dans ce cas-là, ils ont voulu y retourner, mais on comprend bien qu'on va prendre le temps de le faire cette fois-ci en se préparant mieux, en étant mieux accompagné, ou en préparant mieux. Et donc là, ce sera un futur module qui va arriver bientôt, qu'on va faire sur la gestion de changement. Et on voit bien justement qu'il est important de créer une planification de changement. Donc je rappelle que quand on fait de la migration dans un cloud où il y a toute une planification, on fait d'abord l'asset, c'est-à-dire la découverte. La partie asset, assessment, c'est quand je le fais moi chez les clients, on me dit oui, bah tu fais le tour des machines. Non, non, je parle d'abord aux êtres humains qui sont autour de la table avec moi. J'essaye de comprendre qu'est-ce que le client comprend du cloud et attend du cloud. Et si déjà le client me dit gnome voleur de slip, je dis stop, on arrête net, on va déjà passer du temps, nous, à discuter pour clarifier son plan. Je dois aller dans le cloud quand le cloud va résoudre des problèmes. Première étape, avoir conscience de ces problèmes. Et j'ai pas beaucoup de clients qui, quand ils vont dans le cloud, vous disent j'y vais pour résoudre tel et tel et tel problème de telle façon. Si c'était le cas à chaque fois, je serais ravi, je vous avoue. Ce serait toujours de la planification bien ordonnée. Et donc l'assessment, c'est souvent une phase de découverte nous qu'on utilise. Et donc là, les témoignages de ces clients, c'est de déclarer qu'ils ne l'ont pas fait en fait en général. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils pensent que c'est juste changer de VM en fait, hein, ou changer de serveur. Ils disent voilà, hop, il va se passer ça et ça devrait être bon. Et non, en fait, quand ils se mettent à migrer, d'abord ils passent l'étape de mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a une montée en compétences des équipes, il y a une montée aussi en vision. Alors la montée en vision, on en reparlera quand on fera la gestion de changement, mais avoir une vision, c'est-à-dire que on peut pas être seul à migrer dans une entreprise, on peut pas être seul à changer d'idée dans une entreprise, sinon personne ne changera. Il faut que l'entreprise entière change de vue. Donc c'est-à-dire que quand on fait une planification vers un changement stratégique, ici vers une migration vers le cloud, il faut que les clients comprennent l'objectif et en fassent un objectif global pour l'ensemble des employés de l'entreprise. Il faut que ce soit clairement visualisé, formalisé, expliqué, compris, et on en parlait aussi en off, en termes de pédagogie. Si les objectifs de changement ne sont pas clairement définis et compris, ils n'auront pas lieu. Le peu qui aura lieu sera cassé ou détricoté à la moindre occasion. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la phase de mobilisation. Dans la phase de mobilisation, on forme les équipes, on fait des workshops, des ateliers, on les envoie en formation, on leur fait passer des certifications, etc. On essaie de les monter à maturité, pas juste sur les technologies, mais sur la justification de ça. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec ce projet? On essaie de leur faire prendre conscience, et souvent je dis, il faut leur faire prendre la propriété de la décision. Si les collaborateurs et collaboratrices que vous avez ne sont pas, comment dirais-je, engagés dans la démarche eux-mêmes, ils ne le feront pas. J'ai des clients qui disent de temps en temps, mais pourquoi mes collaborateurs et collaboratrices ne sont pas aussi engagés que moi, le patron de l'entreprise? Parce qu'ils ne sont pas patrons, parce qu'ils ne touchent pas la même somme. Eux, c'est leur boulot, c'est tout. Donc, si vous voulez qu'ils aient quelque chose à gagner, il faut qu'ils y gagnent quelque chose. Ça peut être du confort, ça peut être des économies, ça peut être du stress en moins, ça peut être l'opportunité de faire des trucs qu'ils vous proposaient de faire depuis des années, que vous disiez non, maintenant vous allez dire oui. C'est une façon comme ça de les réengager. Et ça se gère. Là aussi, on en reparlera, je pense, dans la gestion de changement. C'est super important de pouvoir garantir l'engagement, la force de traction des équipes dans ces projets-là. La migration en elle-même, c'est une opération purement technique qui n'arrive qu'en fin de parcours, qui est la dernière partie, qui prend du temps, mais qui permet juste de convertir toute cette transformation. Et je dis toujours, à partir de là, le boulot ne fait que commencer, puisqu'après, une fois qu'on va migrer dans le cloud,
En général, le boulot, il n'est pas fini du tout. Au contraire, on ne fait que commencer. Il y a plein de choses qu'on va introduire après. Dans une migration, on peut pas tout changer. À un moment donné, il y a des trucs qu'on peut pas changer tout de suite parce qu'on n'est pas encore prêt à le faire. Donc, il y a aussi toute cette phase de maturité à prendre en compte. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de cette déclaration qu'on a fortement. Oui, il y a des clients qui vont dans le cloud. Oui, il y en a qui sont insatisfaits. La plupart d'entre eux, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien préparés au cloud. Et si vous arrivez encore à en trouver qui sont toujours insatisfaits, qui vous disent qu'ils y retourneront, qui n'y retourneront pas, je vous laisse trouver chez eux l'argumentaire, appuyer, prouver, mais vraiment, amenez-moi un client, moi, qui a tout bien fait et qui est toujours pas satisfait. Alors, on peut avoir des use cases particuliers où sur certains aspects, on n'est pas satisfait. Ça peut arriver. Parfois, il y a des services du cloud qui sont pas top, hein, ça arrive aussi. Mais une migration complète, non. En général, les clients aujourd'hui, ils comprennent bien. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, vouloir repartir, c'est bien. Vous voulez qu'on le chiffre? Vous voulez qu'on essaye de voir combien ça va vous coûter de repartir, de réinventer la totalité? Repartir d'un Amazon pour aller chez Azure ou d'Azure chez Amazon, ça va. Je sais à peu près, j'ai une idée. Repartir d'un cloud public pour revenir vivre chez soi, quand on a pris l'habitude et le confort de la magie, je peux vous assurer que j'attends toujours de voir un client qui est satisfait de ça. Pas le dirigeant qui a pris la décision, ces équipes qui vous disent oui, oui, c'est très confortable de refaire le boulot qu'on n'avait plus à faire avant. On adore ça, c'était vachement bien. J'ai jamais eu le cas d'un client qui vous dit qu'il est satisfait de ça. Non, absolument. C'est une des décisions très, très importantes à faire. Puis c'est encore là, les gens vivent sur la magie que ils pensent que parce qu'ils ont goûté ça au cloud, on va être capable de répéter sur site maintenant. Puis ça aussi, c'est dans le retour sur site que j'ai vu dans certaines occurrences. Les gens pensent, une fois qu'ils ont été habitués à la magie du cloud, ils pensent que cette magie-là est répétable facilement sur site. Fait que là, c'est une double désillusion. Désillusion d'aller dans le cloud parce qu'il y avait mal envisagé c'était quoi le passage d'un à l'autre. Et là, ensuite, la désillusion du retour sur site parce que là, ils se rendent compte que les coûts sont supérieurs, que c'est pas magique, que c'est beaucoup plus difficile, les équipes sont pas contentes et tout ce que ça comporte comme effet secondaire. Donc, c'est une double déception de faire ce genre de manœuvre-là mal réfléchie. Là. Les clients ne voient pas en fait tout ce qui se passe derrière les rideaux. C'est exactement ce que tu décris là. C'est-à-dire que quand ils se disent oui c'est que de la VM, bah nous on peut faire la même chose. Moi je l'ai vu chez VMware à une époque où on avait des outils d'automatisation qui permettaient effectivement de distribuer de l'appli à la volée, etc. Une petite anecdote, à l'époque il y avait un outil qui s'appelait Chargeback qui permettait d'éditer la facturation qui va avec. La plupart des clients en interne refusaient de l'installer parce qu'ils refusaient de rentrer dans des discussions d'argent après. Et là, on a un truc qui fonctionne pas. Parce que si on veut réinventer un cloud public chez soi, ça veut dire qu'il faut qu'on réinvente le modèle de la facturation extrêmement précise. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors ne le faites pas. Rentrez dans un cloud privé où vous réinvestissez massivement sur 3 à 5 ans et vous vous débrouillez à gérer la valorisation de vos sous ici. Bon courage, parce que en général, c'est quelque chose qui nous a motivés à sortir de ce modèle-là. Donc oui, réinventer le cloud public, c'est pas juste déployer des VM et des conteneurs à la volée, c'est être capable de les cartographier, de les inventorier, de l'automatiser, mais aussi d'être capable de les facturer de façon extrêmement granulaire et d'être capable d'amener cette facturation à la vision et à la compréhension des équipes. Et c'est souvent quelque chose qui gratte. C'est un aspect pas très agréable. Ouais, puis je trouve ça intéressant. Puis je rebondis aussi sur le fait d'apporter la valeur, parce que dans l'exemple, si ça te coûte 1000 de cloud pour rapporter 100 000 de revenus, mais là, tu as de la valeur. Si ton 1000 de cloud te donne juste 100 de revenus, bien effectivement, ça n'apporte pas de valeur. Puis ça, on revient à ces éléments-là. Et le chargeback est un moyen efficace d'évaluer que si le service rendu il est rentable ou pas. Et s'il n'est pas rentable, de prendre les décisions qui s'imposent, soit de l'abandonner ou soit de l'améliorer ou d'accepter qu'il ne soit pas rentable parce que, bon, c'est ça qui est ça. Mais de le voir, et les gens sont tellement pas confortables avec cette idée-là, de un. Puis de l'autre côté, puis je le vois beaucoup dans l'immigration, puis d'où les déceptions, les entreprises partent avec une dette technologique, pensent aller dans le cloud que la dette va s'effacer. La dette ne s'efface pas parce qu'elle est là. On doit cette dette technologique. Et ensuite, ils reviennent, mais ils reviennent avec leur dette technologique, puis ils sont pris avec le même problème qu'il y avait. Tu parlais de revenus sur site, ben là, la sécurité n'est pas à la même hauteur, les contrôles ne sont pas à la même hauteur. Tout est diminué par rapport à ce qu'on a de facto dans l'info numérique, dans le cloud public, qu'on paye, mais qui sont là, qu'on n'a pas nous-mêmes à payer.
Et ça se voit chez beaucoup de clients où ils sont pas propriétaires de leur propre code applicatif, ils ont des problèmes de relation avec le fournisseur du code ou de l'application, ils la déplacent dans le cloud et comme tu dis, il se passe rien de plus. Ça règle pas le problème puisque le problème il vient pas du cloud, il vient pas de l'hébergement, il vient de la nature de la relation avec le fournisseur de l'application, ou application tierce, application legacy par exemple, ou gérée par quelqu'un d'autre. Et j'ai eu le cas il y a pas longtemps d'un client qui se plaint de toutes ces problématiques-là, mais qui veut se décharger de la responsabilité en donnant la responsabilité à plein d'autres partenaires tierces. À un moment donné, en fait, non. Si on veut que ça fonctionne, il va falloir reprendre le contrôle aussi d'une partie de la gestion. C'est ce que j'ai, moi, chez les clients qui sont satisfaits de leur migration dans le cloud. Ils reprennent, ils le disent, le contrôle, justement, sur leur TI, sur la gestion, sur le suivi, parce qu'ils ont moins d'interdépendance avec des partenaires tiers. Ils me disent souvent, d'ailleurs, tu sais, en fait, on s'aperçoit qu'une partie du coût de notre TI venait des coûts de gestion de la maintenance qu'on avait créés nous-mêmes. Par des interdépendances à déléguer à quelqu'un d'autre. Et que là, on s'aperçoit qu'en fait, en refaisant ça nous-mêmes à notre sauce avec les outils du cloud, ça nous en enlève une partie. Ça veut dire qu'on enlève des trucs superflus dont on n'a plus besoin. Et on apporte aussi une meilleure compréhension de ce qu'on est en train de faire et de pourquoi on est en train de le faire. C'est pour ça que déployer juste son cloud privé en public avec les mêmes mauvaises pratiques ne réglera pas le problème. Et c'est ça la synthèse qu'on a aujourd'hui. C'est que les clients qui sont insatisfaits du cloud, c'est parce qu'en fait, ils font ça. On a un mauvais comportement chez soi, on déménage à l'hôtel avec toujours le même mauvais comportement, on aura toujours les mêmes effets, peut-être même qui seront amplifiés par la facturation. Par exemple, c'est souvent aussi ça qui leur fait peur. C'est que réinventer les couches intermédiaires, c'est sympa. Mais là encore, combien de clients sont capables de te dire quel pourcentage du salaire de chaque employé est investi dans ces gestions de couches intermédiaires? Là encore, les clients ne veulent pas le voir. Combien de fois les collaborateurs, collaboratrices dans nos équipes sont confrontés à ça, où ils se retrouvent avec une surcharge de travail qui sort du jour au lendemain parce qu'on a envie de réinventer un truc, alors et que personne n'est capable dans leur entreprise de valoriser cette partie-là. On en reparlera aussi, je pense, dans la gestion de changement, qui sera probablement le prochain module. On a besoin de définir des objectifs cibles, et souvent l'objectif cible, c'est pas d'aller dans le cloud. Et ça, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, je pense que ce sera la conclusion. On va pas dans le cloud pour aller dans le cloud, on va dans le cloud parce qu'on a des choses à régler, et régler ces choses nécessite qu'on regarde d'abord pourquoi ça a lieu, pourquoi on fait mal, comment mieux faire, et puis progressivement se donner des étapes. Et peut-être que on y arrivera à cet endroit-là. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont confrontés à ça, venez nous voir, on peut vous aider à ça. C'est des choses qu'on fait aussi en conseil. Il faut se faire accompagner parfois. C'est plus intéressant de se faire accompagner par des experts que de mal faire soi-même et de perdre du temps et de l'argent. Oui, puis l'important, puis je reviens aussi sur ton point, il faut que ça amène de la valeur. Il faut que le changement amène de la valeur, donc c'est très important d'aller sur ça. Je vais faire un appel aux auditeurs. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aille plus loin sur cet élément spécifique-là, parce qu'on a beaucoup de choses à débattre aussi, qu'on peut débattre plus loin, gênez-vous pas à poser les questions sur les différentes plateformes ou en privé, puis on va être capable de rebondir là-dessus. Et effectivement, la prochaine étape, c'est la gestion du changement, puis elle est intimement liée, la gestion du changement, avec la bascule vers le cloud, parce que ça l'exige, ce genre de choses-là. Et si c'est pas bien exécuté, ben on a un facteur aggravant sur l'abandon du cloud et sur ce genre de choses. Étouffe-toi pas. mais merci beaucoup. Merci à toi. À la prochaine.